10 € offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description. Le niveau d'Achraf Hakimi, est-ce que c'est presque un problème? Point faible, trop fort, interrogation, et description qui s'applique, je trouve, très bien aux deux mecs de la miniature. On va parler de lui, on va parler de l'alien, vous me l'avez demandé, et j'avais envie de le faire de toute manière. Je crois que lui aussi, Achraf, il kiffe bien le basket, parce qu'à chaque fois, il a sorti contre Brest ce week-end, les célébrations NBA, le choke, je pense, de Tyrese Haliburton / Reggie Miller, le Ice in My Veins de Trae Young. Il kiffe la NBA, on parlera légèrement de NBA au bout. Mais d'abord, petit récap du week-end avec 3 angles principaux. Dimanche, on a fait Classico bien sûr, mais j'avais vu samedi Naples-Inter, j'avais beaucoup envie de vous en parler. La course au titre rebattue en Serie A, les cartes rebattues en Serie A, très intéressant. Et avant, on va commencer, avant Hakimi même, on va commencer par Manchester United, dont il y a beaucoup de choses à dire. Donc j'espère que tout roule pour vous les potes. Comme j'ai dit, on ne s'est pas vu hier, mais j'espère que votre semaine a bien démarré. Et ouais, trop content. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous le souhaitez les petits joueurs qui vous intéressent sur le début de saison de Ligue 1, parce que c'est une vidéo que je suis en train de préparer, les cracks, les pépites qui sont en train d'émerger. Sur ce début de saison de Ligue 1, peut-être on en fait 10, les étoiles de demain. Voilà, ça c'est en préparation. J'ai besoin de votre aide et de vos arguments. Mettez-moi les meilleurs argumentaires pour défendre vos petits gars. Peut-être des gars même dont on parle un petit peu moins. Ouais, ça c'est très vite. Mais en attendant, petit récap avec 3 angles principaux, comme j'ai dit. Et le premier, Manchester United réparé, point d'interrogation. Et mine de rien, 3 victoires consécutives pour United en Première Ligue. Ça faisait quasiment 2 ans que ce n'était pas arrivé. Je crois février 2024. Donc disons 1 an et 8 mois. On est à 2 matchs d'une coupe de cheveux pour notre ami. Elle l'a bien mérité. Et United est 6e de Première Ligue avec plus de victoires que de n'importe quel autre résultat, plus de 50% de victoire, même un goal average positif, le même nombre de points que Manchester City, pas exactement le même goal average, je pense que City est assez mal payé sur ce début de saison, mais les Red Devils, ils sont par exemple au-dessus de Liverpool, les champions en titre. Est-ce qu'United est réparé? Cunha c'est pas mal, Bomo c'est pas mal, il m'a fait bien kiffer Cunha. Amorim, on a beaucoup parlé de son système, très remis en cause. Est-ce qu'il est en train de commencer à fonctionner? Et c'est un petit peu le premier truc que je vois dans cette United. Donc j'ai regardé leur match contre Brighton, j'ai eu plein de matchs depuis le début de saison de Manchester United. Et ce match contre Brighton notamment, c'était ça, le choix des hommes, c'est raccord à ce qu'on voit depuis plusieurs semaines maintenant, notamment avec l'arrivée de Lamens au poste de gardien, Shaw, De Ligt, Yoro, c'est les 3 centraux qui ont le plus joué. Lisandro Martinez est toujours pas revenu, ça devrait arriver dans pas trop longtemps, rupture des ligaments croisés il y a un moment. Maguire a joué quelques matchs ici et là, mais c'est moins le titulaire que les 3 qu'on voit ici. De Ligt, c'est je crois le seul joueur qui a joué toutes les minutes d'United en Première Ligue cette saison. Bruno, 9 matchs, 9 titularisations aussi, a été sorti je pense une fois. Il forme le double pivot aux côtés de Casemiro, les pistons on sait, Ahmad à droite, Dalot qui partage son temps de jeu avec Dorgu, mais là c'était Dalot. Sur ce match contre Brighton. Et après, le trident, il a été un peu remanié ici et là, mais maintenant, et depuis peut-être cette victoire contre Brighton, c'est, j'imagine, celui qui a été construit à la base au Mercato et qu'on va voir donc sur les prochaines semaines. Bomo, Cunha, Šeško en pointe. Ce qui marche pour moi dans cette United d'Amorim, ce qui a marché sur les 3 derniers matchs, les 3 victoires, et notamment contre Brighton, c'est je trouve que de plus en plus, on voit cette idée, son idée, du 3-4-2-1, pourquoi insister à ce point-là là-dessus? Je pense que l'entonnoir, il est en train de plutôt bien marcher. Je me souviens déjà au Sporting, avec t'avais Trincao côté droit, parfois Quenda sur son bon pied. Et par exemple, là, Dalot, par rapport à Dorgu, Dalot droitier peut être sur son pied droit, Ahmad gaucher peut être sur son pied gauche, Bomo gaucher peut être sur son pied gauche, Cunha droitier peut être sur son pied droit. United cherche beaucoup cette approche de l'entonnoir qui permet de combiner énormément à l'intérieur du jeu. Me croyez pas sur parole, on va montrer les images, et le fait d'avoir autant de joueurs en faux pied comme ça donne un côté tranchant axial qui est vraiment intéressant quand ils ont le ballon. Donc par exemple là ça commence avec Diallo, même s'il joue en retrait, il est sur son pied gauche, il peut faire face au jeu, un petit peu comme le Real contre le Barça. Kamavinga qui avait été très utile dans ce rôle, avec les renversements pour sortir de la pression, etc. Bon là c'est sur une position plus haute, ok, on va chercher autre côté, et par exemple le fait que Cunha soit en faux pied comme ça, sur son pied droit, il peut trouver cette passe
magnifique, oblique, tranchante. Ça, c'est ce jeu intérieur d'United, ce côté tranchant intérieur, le fait de pouvoir énormément combiner à l'intérieur, ce qui peut sembler un peu contre-intuitif peut-être, parce que tu vois ce système avec 2 pistons, tu te dis c'est avant tout un système de largeur. En vrai, c'est un système très très axial, et on va le voir sur plein de stats avancées, le nombre de passes en profondeur trouvées par exemple. Ce côté tranchant, finalement, c'est un peu comme un silex, la pointe le fer de lance, la pointe d'une lance, très triangulaire, très axial, très tranchant. Ici, Cunha trouve le jeu intérieur. Bruno, qui est toujours aussi super héros et MVP, a réussi un contrôle orienté dos au jeu à l'intérieur comme ça, magnifique, pour se mettre dans le sens. Il trouve qui? Bemo. Pareil, Bemo, hop, trouvé sur son pied gauche. Parfait, ça vient de la gauche vers la droite. Il est sur son pied gauche. Il peut transmettre à Šeško. Pour moi, ça, c'est la meilleure action du match pour United. Il n'y a pas de but au bout. Il n'y a pas de but au bout parce que Šeško, il aurait pu en plus être sur son pied droit, en vrai pied, ouvrir comme le 1-0 de Cunha dont on va parler. Mais il contrôle pied gauche, la frappe elle passe bien d'un côté, il n'a pas réussi sa finition. Mais le mouvement par contre d'United, je l'ai trouvé excellent. Comme on voit, Cunha, transmission à l'intérieur, boum boum, beaucoup de ce jeu hop hop, très tranchant, très oblique et très entonnoir comme ça. Je pense à plus d'images pour le montrer. Là, ça part d'un ballon gagné de Casemiro. La pression est pas mal d'United, on va y revenir. Šeško trouvé par cette tête de Cunha. Et pareil, le triangle Cunha, Bemo, Šeško, avec tout le monde sur son bon pied. Et Šeško qui est bon dos au jeu, par exemple, comme ici. Ouais, ça marche bien. Bemo sur son pied gauche, il est direct bien dans la bonne position de corps, le bon angle pour trouver Cunha. Pareil sur sa première prise de balle, il est dans le bon sens. Il va transmettre à Amad, encore une fois l'entonnoir. Amad qui est sur son pied gauche, il peut rentrer, aller trouver un ballon second poteau, enrouler un tir second poteau s'il veut. Encore une fois, cet entonnoir qui marche bien. Au bout, je pense qu'il va tenter un centre et peut-être là, peut-être avoir un droitier pour pousser et aller trouver ensuite un centre long de ligne de 6 mètres comme ça. Ça aurait pu être pas mal aussi. Mais sur cette action, Cunha va sortir un geste lumière. La talonnade, il est tellement joueur 360 degrés, tellement à l'aise dans ses configurations. Transmet à Bruno, ça fait une grosse frappe, frappe cadrée, grosse valeur XG, peut-être une des plus grosses valeurs XG d'United sur ce match. Et ça, c'était à 2-0. Et voilà, ce triangle, Bemo, Cunha, Šeško, pour moi, c'est le truc qui marche le mieux d'United et on voit Bemo qui peut s'appuyer avec son pied gauche dans le bon angle. Bruno transmet, Cunha transmet. Il a une qualité dos au but avec ses talonnades. Il en a sorti 3 dans ce match. Les 3 ont ouvert des espaces, les 3 ont été réussis. Magnifique. Pour Bruno, l'entente Cunha-Bruno est top. Et il avait pris l'information avant. Donc il avait vu qu'il y avait Bruno, qu'il y avait de l'espace ici. Transmet, magnifique. Bruno qui va chercher l'autre côté. Évidemment, c'est un gaucher. Donc l'entonnoir fonctionne. T'as ton joueur encore une fois face au jeu. Bemo, Amad Bemo, 2 gauchers sur le côté droit. Pareil, tu peux ouvrir, venir à l'intérieur. Entonnoir, transmission. Tout le monde face au jeu. Tout le monde l'un face à l'autre. Et un mini entonnoir ici créé dans le demi-espace. Ça marche très bien. La pression est bonne aussi, ils sont agressifs. Je le vois ici à la contre-pression aussi. Shaw qui sort sur Rutter qui a fait un mauvais match. Et encore une fois, Dalot sur son pied droit. Et il peut trouver direct la passe tranchante. Et regardez même la position, à quel point c'est très très compact, resserré. Tous les joueurs d'United dans ce couloir axial. United très tranchant. Ce 3-4-2-1, pour moi, pas un système de largeur. Ça peut sembler contre-intuitif, mais pas un système de largeur, un vrai système d'intérieur, avec ces mecs sur leurs faux pieds. Šeško, top contrôle orienté, et pareil, beaucoup de ces escadillas, ces passes qui font grimper le bloc, qui font grimper ton offensive oblique. Šeško contrôle, et il peut donner à Bemo. Bemo, encore une fois, qui est sur son bon pied, l'entonnoir encore une fois, et Bemo, il ouvre, et il marque le 3-0. On l'avait déjà vu début de saison contre Arsenal, il y avait eu des bonnes séquences. United est fort là-dessus. Là, ça marche bien. Et ouais, ces actions, on les voit match après match, séquence après séquence. Et avec Šeško, Bemo, Cunha installés véritablement, moins de Mount, même si j'avais bien aimé Mount sur le premier match contre Arsenal, justement, il me semble. Et quelques rencontres où c'était intéressant. Ça, je pense que c'est... Si Šeško continue de progresser, ça, je pense que c'est les 3 grosses recrues à 225 millions.
Ça peut être pas mal. Et ouais, après, je pense que juste Cunha Mbeumo, c'est utile pour une équipe qui, à la construction, à la relance, peut avoir un petit peu de mal. Mais dès que tu trouves Cunha et Mbeumo, c'est un peu des plateformes hautes de construction. Si eux sont touchés, c'est bon. T'es tranquille. Mbeumo, le contrôle orienté vers l'extérieur, comme ça, accélération, transmission pour Amad, qui va être encore une fois sur son bon pied, qui va pouvoir ouvrir sur son pied gauche. Mais juste avoir réussi à progresser comme ça, parce que Mbeumo a décroché et qu'il accélère bien, qu'il y a un mismatch, je sais pas si c'est face à Milner ou peut-être Dunk qu'il a suivi. Je pense que c'est Dunk, ouais, plutôt, parce que Van Hecke est ici. Ouais, ça c'est top. Honnêtement, j'ai pas trop compris pourquoi il n'y avait pas eu penalty ensuite sur cette incursion de Diallo. Peut-être De Kuyper la touche légèrement à la balle, mais je pense que ça aurait pu être mieux fait. Et que ce soit, ça aurait pu être sifflé, pardon. Et que ce soit Mbeumo ou Cunha, leur habilité technique à l'intérieur, entre les lignes, encore plus Cunha peut-être. Bah, je sais pas, Mbeumo c'est pas mal aussi, mais Cunha, il a vraiment vivace, fin, juste. Ça, c'était peut-être la première frappe du match pour United, mais trouvé comme ça, dans l'interligne, bat son vis-à-vis, ouvre, ses frappes cadrées. Encore une fois, des déviations dos au jeu, dos au but comme ça pour Bruno. Magnifique déviation, magnifique appui. Et encore une fois, le fait d'avoir un droitier sur le côté gauche, il envoie Baleba dans le mauvais sens. Et après, il a trouvé la passe tranchante à l'intérieur pour Casemiro qui s'est proposé. L'action ne va pas te donner grand-chose. Parce que Casemiro dans la surface, pas forcément le mec sur lequel tu veux voir aboutir le ballon. Mais ouais, ça c'est... Avoir Cunha comme ça c'est pas mal du tout. Et Mbeumo, encore une fois, là c'est sur une longue ouverture. United a parfois du mal à sortir de son premier tiers. Mais Mbeumo, top contrôle orienté. Encore une fois, il bat Dunk. Il peut pas aller au bout, mais faute de Carlos Baleba, carton jaune, faute très très utile à provoquer. Son camarade de la sélection camerounaise, Carlos Baleba, qui est averti, milieu défensif. Tu veux le voir avertir, et Mbeumo a réussi à créer ça grâce à sa top orientation. Et la quatrième déviation dos au but de Cunha, là, magnifique. Cunha, Mbeumo comme plateforme de construction haute, comme bouée de sauvetage. S'ils ont le ballon, même face au but, tu as réussi quasiment ta construction. Et ça, c'est pas mal. L'agressivité, la pression, il y a des moments où c'est battu. Je trouve pas qu'United est impérial sur la pression, mais ils mettent les ingrédients pour se procurer quand même de belles situations. Là, Šeško, par exemple, qui a des longues pattes, qui a appris à presser, bien sûr, à Leipzig. Ici, il sort sur Van Hecke, ballon gagné, Diallo sur son pied gauche, tout le jeu est ouvert face à lui, tout le monde est tout le temps face au porteur dans cette United entonnoir. Il transmet à Bruno, il y a un petit peu de cafouillage au bord de la surface, mais le fait d'avoir 5 avant, Diallo qui est à la base un ailier, Mbeumo, Šeško, Cunha et Bruno, 5 vrais attaquants dans ce système, ça fait qu'il y a pas mal de possibilités de combinaison. Et Šeško essaye de mettre par-dessus, ok ça revient, mais ça revient sur qui? Sur Bruno qui a un flair et une intuition, et aussi je pense une bonne prise d'information. En général, ça me rappelle le but de Maguire, la remise en une touche contre Liverpool. Il y a pas longtemps pour le but de la victoire. Bah pareil, là, la remise en une touche, boum, sur Casemiro. Casemiro qui transmet dans le petit espace pour Cunha. Et encore une fois, t'as ton droitier sur la gauche. Il a juste à ouvrir. C'est le but du 1-0. Beaucoup de joueurs qui sont à la réception du ballon, parfaitement positionnés et anglais. Les épaules, l'orientation du corps pour être dangereux. C'est peut-être la force numéro 1 du système de Ruben Amorim avec ballon. Le fait que les joueurs soient à la réception, les joueurs avancés à la réception, déjà dans la bonne ouverture de corps, dans la bonne orientation de corps. Et je pense un des trucs les plus visibles quand tu regardes les derniers matchs. Cunha marque le premier but de sa carrière avec United, ça lui fait beaucoup de bien. Et ouais, ça c'était sur tout ce qui est fait avec ballon. Cet entonnoir, Cunha Mbeumo et la force des avants. L'agressivité, donc on voit sur 6 mètres, ils viennent chercher. Là aussi, là, ça je pense que ça crée une belle situation. Parce que quand Jan-Paul Van Hecke essaye de trouver Rutter qui n'était pas très alerte dans ce match, Shaw sort, Casemiro trouvé, Casemiro ouvre,
il a beaucoup de chance, parce que je pense que déviation d'Ayari, en vrai, elle était même pas cadrée la frappe. Donc United a un peu de réussite. Et d'ailleurs, dans ce match, ils gagnent 4-2. Je crois qu'ils ont à peine 1.5 XG créé et peut-être 1.2 ou 1.3 encaissé. Donc le match tourne bien aussi. Mais les ingrédients, je trouve étaient bons. Et même si cette frappe, elle est heureuse, tu mets les ingrédients pour te procurer des situations et pour que la chance tourne de ton côté avec ces bonnes courses de pression et ces ballons récupérés dans le dernier tiers. Pas mal. 2-0 pour United. Il y a aussi des moins, mais on va y venir. Parce que c'est pas Bruno le moins. Au contraire, Bruno, trop fort. Ici, par exemple, en fait, pour moi, au-delà de tout, au-delà de la mentalité, le tempérament, la qualité du pied et l'énergie, pour moi, peut-être le truc le plus fort avec Bruno, c'est vraiment le QI foot. C'est vraiment la vision. Et c'est avec ballon et sans ballon. Ici, le style sur Baleba, dans les 30 mètres, il a compris où allait finir la passe de Dunk, où allait finir le ballon. Il a compris avant Baleba lui-même. Peut-être avant Dunk lui-même. Il voit Mbeumo faire la pression. Il voit que cette ligne de passe vers De Kuyper avec Amad et avec Casemiro va être compliquée. Il sent que le jeu est vers l'intérieur. Baleba, pas du tout. Et d'ailleurs, il va s'en excuser sur la suite de l'action. Baleba est dans une course, pas du tout une course de demande. Dunk a pas encore choisi, je pense, à ce moment-là. Bruno sait que c'est là que ça va arriver. Dunk transmet. Baleba, regardez la posture du corps. Il n'est pas du tout dans l'idée que ça va être lui touché. Bruno, il sait depuis un moment que la passe elle est pour Baleba, que le jeu il est pour Baleba. Il sort sur lui, ballon gagné. Casemiro transmet avec une top passe, faut dire, pour Mbeumo. Encore une fois, dans une bonne position de corps. La passe, quand tu es sur ton pied gauche naturellement, tu peux trouver des angles tranchants comme ça. Les angles sont très bons avec United, top. Cunha trouvé, ça va finir en 6 mètres. Mais à la fin, Baleba s'excuse envers Louis Dunk. Mais pas facile quand t'as Bruno qui comprend tout le jeu avant toi et qui est régulièrement en train de structurer son bloc, l'approche sans ballon, demander à Mbeumo d'être un petit peu plus haut ici. Et même le 4-2. Même le 4-2, donc Bruno, il marque pas dans ce match. Parce qu'il y a quoi? Doublé de Mbeumo, but de Cunha, et le but contre son camp d'Ayari ou la frappe de Casemiro. Mais par contre, dans le temps additionnel, quand il y a 3-2 et que Mbeumo marque le dernier but de la rencontre, sur cette passe de Meinou, ouf! La passe décisive sans toucher le ballon de Bruno, elle est pas mal. Waouh! Magnifique, magnifique. Mbeumo conclut. Mais ça, là, ça, c'était sympa. Et encore une fois, la vision qui s'exprime. On en avait fait notre numéro 1, notre meilleur super-héros de la saison dernière, quand on avait fait les Willows de la saison 24-25. Il était notre super-héros, le mec qui surnage dans une mauvaise équipe, celui qui est nettement au-dessus du lot. Moses Simon était notre médaille de bronze. Et tiens donc, Matheus Cunha en argent. Ils sont désormais dans la même équipe. Il n'y a peut-être plus besoin d'un super-héros à ce point-là à United. On va voir si ça continue bien. Mais il est beaucoup trop fort. Et continue d'être très, très fort. Il y a quand même des problèmes avec United. Donc on est au bout de 18 minutes de vidéo. Il faut quand même dire que tout n'est pas parfait. Même, je dirais, loin de là. Ça, c'est une action qui m'a beaucoup intéressé. Elle peut sembler très anodine. Mais je trouve qu'elle dit encore des trucs sur... Elle dit beaucoup de choses sur la marge de progression qui reste pour cette United. Donc je vais prendre une petite gorgée. Action intéressante qui démarre avec un jeu long de Lamens, déviation de Šeško, pression de Mbeumo sur Kadioglu. Pour moi, tu as réussi à faire ça. Ça doit donner ballon récupéré à jouer dans la moitié de Brighton. Une top équipe, pour moi, à partir de cette situation, elle réussit à s'installer et à profiter du fait d'avoir fait grimper son bloc comme ça. Mais, donc, Kadioglu dégage, ça revient sur Shaw. Ça passe pour Cunha ici. Elle est pas parfaitement ajustée. Elle est genre 50 cm trop à gauche, trop ligne de touche. Cunha doit ajuster un peu sa position. Donc on perd un petit peu le contrôle et la maîtrise. Il peut pas jouer vers Bruno en troisième homme du coup. Il est obligé de rejouer derrière.
Ça aussi, c'est la première ligue. Il suffit c'est même pas une erreur, mais juste une approximation, une légère approximation technique. Et ça punit, je trouve, parce que t'as un mec comme Baleba, par exemple, tu vas régulièrement affronter des équipes avec un Elliot Anderson, avec un Baleba, qui te pressent, sont agressifs, font des courses constamment. Il vient chercher Shaw ici. Shaw joue négatif vers De Ligt. De Ligt, il est pas hyper à l'aise non plus. Casemiro, je pense, même s'il a fait un bon match dans l'ensemble, il n'a pas exactement la mobilité non plus. Et Bruno est en train de regarder. À ce moment-là, Bruno regarde vers cette zone en mode... parfois, il y a le truc de Del Bosque, Busquets. Parfois, c'est un peu regarder Bruno, comprendre le match. Tu as juste à même regarder où lui regarde et tu comprends certaines séquences. Il regarde tout de suite là, quand De Ligt est servi, en mode, OK, ici, ce serait pas mal qu'il y ait quelqu'un pour l'épauler et pour qu'on puisse ressortir, continuer de s'installer dans la moitié adverse sans devoir jouer aussi négatif. Casemiro est un peu loin. De Ligt joue négatif, il n'est pas très à l'aise, pas très en confiance, balle au pied. Yoro, honnêtement, balle au pied aussi un petit peu en difficulté, notamment sur ce match, pas mal d'erreurs. Et tu sens que le niveau de confiance encore à United, il est à construire. Yoro trouvé. Après, aussi quand tu as Welbeck pour De Ligt et Yacouba Minte, qui est une petite dynamite qui te fonce dessus, l'écart il est vite comblé. Donc Minte il fait parcours 10 mètres en 1 seconde et demie, donc difficile. Ok, joue vers l'arrière, Yoro joue vers l'arrière, vers la Mens, dégagement et ballon récupéré facilement par Brighton. C'est dommage d'en arriver là. Bruno dit il y avait peut-être possibilité de jouer sur Casemiro. Il se plaint vers la Mens en mode on aurait pu sortir proprement. En vrai, je pense pas. Je pense qu'il est un peu trop loin. Je dis pas qu'il doit être là non plus, mais il doit être sans doute devant Welbeck pour avoir la possibilité d'être servi. Il l'est pas quand la Mens dégage. Je trouve ça normal que la Mens dégage à ce moment-là. Mais tout ça pour dire, ça vient de là. Et à mon avis, quand t'es là et que t'as tes 10 joueurs de champ installés dans la moitié adverse, ça se joue à une passe un petit peu trop, 50 cm trop vers le côté, trop vers la ligne de touche de Shaw, qui t'empêche de chercher ce troisième homme, de repasser par Bruno face au jeu, de t'installer, de battre cette première pression, de remettre en place l'entonnoir. Ça se joue à pas grand-chose. Et je pense que c'est sur des détails comme ça, sur cette passe pas réussie, qu'on voit que c'est une équipe qui n'est pas encore top 3 de Première Ligue, qui est clairement pas top 10 d'Europe. Ça se joue à des détails, mais une équipe qui est dans ces standards-là, dans ces hauteurs-là, elle est boa constrictor sur ces phases-là. Et elle réussit à t'étouffer, recycler la possession, séquence après séquence dans la moitié adverse, et pas perdre le contrôle, laisser le contrôle légèrement lui échapper, comme un boa constrictor qui relâcherait un peu trop son étreinte, qui n'est pas encore assez tonique, et pas assez précis techniquement pour United. Donc on se retrouve avec du jeu long. Et il faut maîtriser les détails, parce que souvent tu vois des séquences comme ça qui se développent et où tu perds un petit peu le fil juste à cause de petits détails, de petits manques techniques. Dommage. La sortie d'United, la construction, la première phase, pour moi, c'est pas encore ça. Là, par exemple, De Ligt qui joue pour Yoro. Est-ce que Casemiro doit déjà être plus proche, avoir ouvert un petit peu plus l'angle de passe ici pour Yoro? Est-ce que Amad n'est pas redescendu assez vite? Est-ce que Yoro manque un petit peu de confiance à ce moment-là? Pour moi, sur cette sortie, Lamens, De Ligt, Yoro, troisième homme, une meilleure équipe réussit à s'en sortir. Et Brighton a pressé avec pas mal d'intensité, mais quand même, là, tu trouves Amad en plus sur son pied gauche. Tu réussis à trouver le troisième homme pour Casemiro, tu t'en sors. Et une meilleure équipe réussit à faire ça. Non, là, Yoro doit jouer négatif pour la Lamens qui, encore une fois, allonge. Et Bemo contre Dunk, c'est un tel mismatch dans les airs que c'est bien la preuve que cette séquence de sortie, elle n'a pas été maîtrisée. C'est pas ce que tu voulais faire à la base. Et tu te retrouves là-dessus, alors que ça, c'est des séquences qui vont se répéter match après match. C'est juste une sortie sur 6 mètres, ou peut-être sur récupération du gardien, parce que la Minte est très haut là, donc ça peut pas être un 6 mètres. Mais tout ça, et Lamens qui allonge énormément, mais qui se retrouve un petit peu forcé d'allonger. Je trouve ça pas surprenant qu'United soit à 50% de possession cette saison en Première Ligue. Ils ont affronté de gros adversaires qui aiment bien avoir le ballon. Ils ont affronté Liverpool, Chelsea, Arsenal, City, les 4 premiers volumes de possession. Forcément, ça va faire baisser un petit peu le tien. Mais même dans ce match contre Brighton, je pense qu'ils terminent avec 44% du ballon. Un truc comme ça. Là, pareil, je vois De Ligt qui joue sur Shaw. Diallo est un petit peu plus haut. Donc,
Le module de construction, 4, 5 derrière, 5 devant, c'est un peu ce 4 plus 1. Mais honnêtement, qui est vraiment à l'aise balle au pied là? Yoro, De Ligt, Shaw, Dalot et Casemiro. 5 contre 5 joueurs de Brighton. C'est pas une situation très enviable. Donc De Ligt va pas repasser par la main, il va tenter une ouverture, mais son pied est pas extraordinaire. Honnêtement, la passe, elle est pas du tout... elle est totalement dans le vide. Bruno dit, les gars, il faut qu'on monte. On doit avancer. Pas évident. Et là, je pense peut-être le 5 plus 5 d'Amorim qui pose un petit peu problème avec des relanceurs bas qui n'ont pas une énorme qualité de pied. Sur jeu placé dans l'ensemble, ils sont un petit peu embêtés. Et on se retrouve, là, par exemple, Yoro pressé par Minte. Peut-être Bemo peut ouvrir un petit peu plus l'angle de passe ici, mais je pense que ça peut être Diallo qui redécroche. Encore une fois, c'est pas toujours évident de savoir ce que ça doit être. Ce que ça doit pas être, ça c'est sûr, c'est Yoro qui ouvre directement en touche et qui rate une simple passe de progression. Bemo dit tu peux avancer, tu peux me trouver moi. Je sais pas si elle était exactement bien positionnée pour, mais en tout cas la passe de Yoro elle est mauvaise. Et par exemple là je vois Lamens et Bruno qui dit ok tranquille, on pose, on construit, tranquille. Non, il ouvre, et ouvrir pour Šeško pourquoi pas. Mais avec ces circuits-là, là en l'occurrence le ballon il sera pas gagné, le second ballon il sera pas gagné. Encore une fois, comme je dis, pour moi, pas surprenant qu'United se plafonne un peu à 50% de possession. Et pour passer le prochain niveau, comme ce qu'ils font avec ballon, c'est tellement intéressant en plus, pour passer le prochain step, il faut sans doute, très basiquement, que ce volume augmente. Donc, ça c'est avec ballon. Sans ballon, sur les points d'amélioration, je trouve aussi que la pression n'est pas encore parfaite. Genre là, Van Hecke qui trouve ce ballon pour Welbeck. Et Welbeck face à De Ligt, c'est dur parce qu'ils ont beaucoup de vitesse. Mais je pense que là, cette ligne, elle doit pas être aussi facilement battue. Shaw est sorti au contact de Rutter. Oui, c'est Luke Shaw qui est sorti au contact de Rutter. Et du coup, il y a un peu d'espace qui est ouvert. Ça, honnêtement, c'est la première grosse situation du match. Et ça aurait pu faire 1-0. Minte qui se retrouve en face à face sur ce centre de Welbeck. Il est légèrement hors jeu. Donc, de toute manière, l'action ne comptera pas. Mais ça joue pas à grand-chose. Très dangereux. Je vois aussi des moments comme ça où le double pivot Bruno-Casemiro... Alors, c'est ce que tu perds un petit peu avec Bruno mi-bas. T'as le triangle dont on a parlé, Cunha, Bemo, Šeško. C'est bien d'avoir cet entonnoir parce que je trouve les trois ensemble très cool sur la force de projection, des profils évidemment différents de Bruno, des vrais offensifs, deux qui sont trois joueurs soit ailiers, soit second attaquant, soit avant-centre. Le fait d'avoir Bruno bas, ça te permet de l'avoir tout court dans ce 3-4-2-1. Mais c'est vrai aussi que ce double pivot Casemiro-Bruno, il y en a un qui n'est pas vraiment un défenseur et un qui manque un petit peu de mobilité. Quand ça arrive dans sa surface d'intervention, pas de problème. Mais pour couvrir vraiment un grand rayon d'intervention, un peu compliqué. Là, par exemple, je sais plus qui c'est. Ah, c'est... comment il s'appelle? Je pense que je l'ai... Mats Weiffer. Petite feinte de jeu intérieur. Bruno et Casemiro, les deux mordent. Et il peut donner ici à l'intérieur pour Rutter, battre passer dans cet intervalle-là. C'est des petits moments comme ça où, entre les lignes, Brighton a trouvé suffisamment de jeu pour que je me dise il y a encore pas mal de progression sur ce bloc médian, médian qui cherche à être un petit peu agressif. Il y a des trous, et notamment dans ce double pivot. Et après, Casemiro en 1 contre 2, ça va toujours être difficile. Mais Rutter qui combine, s'appuie sur Welbeck, passe dans son dos. Et après, en plus, Brighton a réussi à déplier le point. Honnêtement, je trouve que Brighton, ils font une entame de match qui est pas mauvaise. Ils souffrent beaucoup défensivement, ils ont fait des erreurs, mais leur entame de match, ils ont réussi à plusieurs moments à percer United. C'est pas un United invulnérable. Et d'ailleurs, les stats avancées là-dessus, je pense, sont aussi assez loquaces en XGA. XG concédé. Alors en XG tout court, United est très bien. C'est le 2e volume d'XG créé de Premier League. Aussi parce qu'ils ont eu 3 penalties, ce qui est le total... Personne n'a eu plus de penalty qu'United en Premier League. Donc si on regarde le total de non-penalty expected goals, United passe de la 2e à la 4e place, ce qui est peut-être un petit peu plus raccord à leur production, ce qui est très très bon. Mais par contre, en XGA, il faut descendre pas mal pour voir United. Il n'y a que Burnley, West Ham et Forest qui ont concédé plus de XG que 13.6. Ça les place donc 17e de Premier League.
Tout ça pour dire, sans ballon, tous les problèmes ne sont pas réglés, évidemment. Et après, c'est aussi ça, le fait d'avoir un Amad Diallo en tant que piston, en tant que 5e défenseur de la ligne de 5 quand tu es sans ballon. En 1 contre 1, là, De Kuyper le bat assez facilement sur sa première touche. Évidemment, c'est pas un top défenseur. Quand il se retrouve en bloc bas, comme ici, quand Brighton a réussi à avancer, alors Bruno veut sortir, veut être agressif sur Baleba. Baleba trouve le jeu de renversement sur De Kuyper. Le fait que Bruno ait été agressif comme ça sur Baleba et qu'il soit pas un défenseur dans l'âme, et que De Kuyper a un sacré pied parce qu'il trouve une top passe, mais cette passe-là, encore une fois, le double pivot Casemiro-Bruno, un peu facilement battu. La frappe, elle va rien donner, mais ouais, ça c'est encore des choses, je sais pas si c'est à régler ou si tu dois accepter que c'est une lacune structurelle de ton approche, si t'es Ruben Amorim, parce que Bruno Casemiro, forcément, il va y avoir des soucis défensivement, sans ballon. Mais ouais, c'est un petit truc qui m'a marqué dans ce match. Et après, individuellement, il y a encore des zones de progression. Dorgu, je pense, 20 ans, il fait un début de carrière à United. Bon, ça fait un moment qu'il est là, mais compliqué. Et dans ce match, son entrée, c'est un peu un désastre. 71e minute, là, la passe, elle est totalement ratée, coupée. Et sur la transition de Brighton, honnêtement, il prend jaune. Je pense qu'il doit prendre rouge parce que c'est une grosse faute. Ça aurait fait 1 contre 1. United s'en sort 4-2. Tout n'est pas parfait, mais c'est quand même intéressant. Et les stats le disent aussi. Donc ça, c'était juste un match. Mais comme on a dit, le 4e volume de non-penalty expected goals, c'est bien parce qu'ils ont le 2e volume de tirs, 132 tirs, que Liverpool qu'en a plus. Tirs cadrés, ils sont numéro 1, plus que Chelsea, plus que City, plus que tout le monde. 14,67 tirs par match, 15 tirs par match et 5 tirs cadrés par match. C'est des très bons chiffres. Sur leur style, si on regarde un petit peu des indicateurs pour le coup juste stylistiques, ils sont très directs. 3e de Première Ligue en passe longue tentée, en ayant en plus seulement un volume de possession assez moyen, 50%. Donc ils ont moins le ballon que d'autres, mais ils sont très directs. City est l'équipe avec le moins de passes longues tentées. Arsenal, la 5e équipe avec le moins de passes longues tentées. United, 3e en passes longues tentées. Ma stat préférée, bien sûr, c'est les through balls, les passes en profondeur. Je trouve que c'est un indicateur qui corrèle très bien à la qualité de la production offensive. Combien de passes en profondeur t'as trouvé entre des défenseurs dans le dos de la dernière ligne. Les passes qui peuvent générer des 1 contre 1 ou des mouvements dans le couloir très dangereux. Arsenal est premier, City est 2e, United est 3e. Ça, j'aime beaucoup. Ça, j'y accorde pas mal d'importance. Ils utilisent beaucoup la largeur. Ils sont premiers en renversement de jeu, 36, mais pas du tout pour centrer. En centre, ils sont seulement 20, 19, 18, 17, 16e. 16e volume de centre de Première Ligue en ayant numéro 1 en renversement. Mais je pense que c'est ces renversements un petit peu entonnoirs dont on a parlé. Peut-être que ça, peut-être on aurait dû la mettre dès le début, parce que peut-être ça, c'est la meilleure stat pour expliquer effectivement l'approche d'United. Beaucoup de jeux de largeur à largeur, mais comme c'est sur des mecs en faux pied, ils cherchent naturellement l'intérieur du jeu, avec de la percussion, avec des through balls, des passes en profondeur, du jeu tranchant intérieur, pas des centres, pas une avalanche de centres. United centre très peu finalement. Donc ça, c'était des stats qui m'intéressaient pas mal. Ils auraient peut-être besoin d'un profil un petit peu plus dribbleur. Ils ont des dribbleurs vite fait, mais ils sont 20, 19, 18, 17e de Première Ligue en nombre de dribbles tentés. En nombre de dribbles réussis, un petit peu mieux. Donc, ils n'ont pas le pire pourcentage de dribbles réussis. Ils sont à peu près première moitié en pourcentage de dribbles réussis. Mais ouais, relativement peu de dribbles par rapport à City. 210 dribbles tentés, largement leader. Tottenham 207, Bournemouth 183, Everton 183. Il doit y en avoir la moitié pour Grealish. Chelsea 177. United peut-être, ça c'est sur le prochain mercato, peut-être un profil un petit peu plus dribbleur. Enfin, sur les stats, quelque chose qui m'intéresse, Lamens, le nouveau gardien, alors seulement 3 matchs, mais 3 victoires. Sur les PSXG, il est pas mal. 2 PSXG sauvés, 2 buts sauvés, si on en croit les XG. Ça le place premier de Première Ligue par 90 minutes, 0,66. On verra, encore une fois, l'échantillon il est réduit, c'est que 3 matchs. L'autre qui est à 0,62, c'est Trafford de City avec aussi que 3 matchs. C'est impossible de tenir, je pense, ce chiffre toute la saison. Sinon, ça serait peut-être la meilleure performance de l'histoire. Mais c'est intéressant ce qu'il montre. Et enfin, sur il y a le shot stopping pour Lamens, mais il y a aussi son intervention, son aire d'intervention sur les centres.
Ça prend en compte aussi d'autres stats qu'avec Manchester United. Mais 99e centile en pourcentage de centres arrêtés, 13,4%. C'est pas mal. Il fait, je pense, 1m95, un truc comme ça, Lamens. Est-ce qu'on a peut-être sa taille 1m93, Lamens, et ça se voit dans les airs. Bayindir, en pourcentage de centres stoppés, était à 7%. Onana était à 5,9%, un truc comme ça. Lamens, 13,4%. Ça fait pas mal la différence, et notamment sur les coups de pied arrêtés, qui était un gros problème d'United sur le début de saison. Enfin, Bruno, on a parlé du super-héros. La dernière stat qui le met bien en valeur, les actions qui amènent à un tir. Cette saison en Première Ligue, il en a 55. Le deuxième de Première Ligue, 2 mecs deuxième à égalité, c'est Szoboszlai et Elliot Anderson. Ils sont à 39. Bruno, 55 actions qui amènent à un tir. Grealish est quatrième avec 36. Mais ouais, il met une distance à tout le monde et lui fait un gros début de saison. Alors, un autre bon point, un dernier bon point pour United, c'est que le calendrier a été costaud pour l'instant. Sur les 9 premières journées de Première Ligue, ils ont déjà joué Arsenal, ils ont déjà joué City, ils ont déjà joué Chelsea et ils ont déjà joué Liverpool. Ils sont sur 4 victoires sur leurs 5 derniers matchs de PL. Et le reste du calendrier, du coup, il est pas mal. Forest, Tottenham, Everton, Palace, West Ham, les Wolves. Bon, Bournemouth fait un bon début de saison. On verra s'ils y sont encore dans quelques temps. Aston Villa, Newcastle. Pas mal d'équipes de la deuxième partie de tableau. Et contre Forest, par exemple, notre ami là, lui, il a de bonnes chances de se retrouver plus qu'à un match, de pouvoir enfin sortir la tondeuse. Donc pas mal pour United. Ils sont revenus, alors comme on a montré, c'est pas parfait du tout, mais ils sont revenus dans la conversation et je sais pas jusqu'où ils iront, mais on va continuer de suivre leur match avec beaucoup d'intérêt. Et en plus, ils n'ont pas de Coupe d'Europe. Plus de temps pour s'entraîner, plus de temps pour peaufiner le système de jeu d'Amorim, pour récupérer aussi, parce que la condition physique qu'il faut pour tenir un peu en Première Ligue, c'est très très costaud. Top pour eux. Bon, on a fait quasiment 37 minutes sur Manchester United. C'est l'heure de passer donc au problème Hakimi. Le niveau d'Hakimi en ce moment, c'est des standards historiques. Je sais qu'il a terminé que 6e au Ballon d'Or. C'est pas quelque chose qui m'intéresse tant que ça. Son poste est moins valorisé, c'est comme ça. Mais les hauteurs qu'il est en train de toucher, c'est le mont Olympe des latéraux. Il est vraiment sur un pic historique. Il est au niveau en ce moment, depuis 1 an et demi, il est au niveau meilleur latéral droit du 21e siècle. Je ne dis pas qu'il l'est. Pour transformer un pic en un statut, il faut du temps, il faut des saisons, il faut enchaîner les années comme celle-là. Mais sur le pic, ouais. Sur son niveau actuel, il est effectivement à ce niveau-là. Est-ce que c'est un problème ? Alors, contre Brest, encore une fois top, avec le brassard, c'était la 15e fois qu'il portait le brassard avec le Paris Saint-Germain sur la dernière saison et un quart. Comme on a dit, les célébrations, tu le retrouves dans toutes les positions, la largeur, la position Kevin De Bruyne, parfois joueur le plus avancé, les appels dans la profondeur, comme on l'a montré quantité de fois en Ligue des Champions sur la dernière année et demie. Le football liquide de Luis Enrique, ouais, il est toujours là. Et le résultat, ça a été qu'il a été le premier buteur du match sur un top service de Vitinha, qui était excellent, magnifique finition. Avec Kfara, les deux, je pense, ils aiment bien le basket. Vitinha, la passe, pouf, magnifique, passe masquée, splendide. Et sur un festival de son ami géorgien, il a marqué le deuxième but du match en se permettant un 1-2 avec lui en pleine surface. Le contrôle orienté, pouf, magnifique. La finition sous la barre, beaucoup de sang-froid. Il est devenu vraiment un tueur. Et ouais, donc il se retrouve avec Khvicha. Ils font la célébration Trae Young. Il est très très fort. On a parlé un petit peu des radars statistiques de certains joueurs. On n'a même pas parlé de Cunha. Je voulais en parler pour dire qu'il est top 20% de plein de choses. Volume de tir, passe progressive, dribble et interception. Ça, c'est l'apport de Cunha. Mais sur Hakimi, ouais, c'est joli. Hein. C'est pas mal. Même avec un Paris Saint-Germain qui a tellement de possession, il est quand même bon sur les indicateurs statistiques défensifs. Tout le reste, c'est splendide. C'est très, très vert. Il est tellement fort. Est-ce que c'est un problème ? Pourquoi est-ce que ça pourrait être un problème ? J'ai été intrigué par la conférence de presse de Luis Enrique avant le match. Et c'est ça qui me permet de développer un petit peu cet angle. Écoutons-la. Latéral droit
au monde, pour moi. Et c'est pour ça que nous ne signons pas un latéral droit, parce qu'il joue toujours, tous les matchs, presque tous les matchs. Et si tu prends un joueur, un latéral droit, que tout le monde parle qu'il faut un latéral droit, tu dois payer. Tu dois payer beaucoup d'argent pour porter un latéral droit qui va être souple et qui va jouer 3 matchs et qu'il sera démotivé parce que mieux que Hakimi ne sera pas. Nous cherchons de voir les choses de manière différente et de profiter de cet joueur. Je pense que c'est la meilleure des manières pour être performant pendant toute la saison. Ça, c'est pour tout à l'heure. Mais ouais, effectivement, ça pose la question. Est-ce qu'il est tellement fort, un peu comme à une époque Lewandowski au Bayern, plein de joueurs ici et là, est-ce que parfois, avoir un titulaire tellement fort que tu peux finalement attirer personne d'intéressant en option B sur le mercato, est-ce que c'est un problème? Et c'est quelque chose, il a dit, tout le monde en parle, etc. Effectivement, nous-mêmes, on en avait parlé au mercato, quand on a fait la vidéo mercato idéal du Paris Saint-Germain. On cherchait potentiellement des suppléants à Achraf Hakimi. J'avais proposé le frère de Désiré, Guelladoué. Ça peut être un problème parce qu'Hakimi va partir à la CAN dans pas longtemps. La CAN chez lui au Maroc. Il y a moyen que le Maroc aille très très loin dans cette compétition. Bon, pour le coup, Guelladoué, lui aussi, avec la Côte d'Ivoire, il va la jouer, donc ça n'aurait pas forcément solutionné le problème. Je pense qu'il va la jouer. Mais est-ce que c'est un problème d'avoir un mec tellement fort que s'il n'est pas là, blessé, suspendu, compétition internationale, d'un coup, ton niveau baisse dramatiquement, en tout cas dans sa position. Et pour moi, pour Achraf Hakimi, disons que je ne sais pas si c'est un problème, mais c'est sûr qu'il y a une dépendance. Mais après, il n'y a pas vraiment de solution. Quand tu as le meilleur joueur du monde à son poste, tu vas forcément en être dépendant et tu vas prier pour qu'il ne se blesse pas. Je veux dire, demain, Lamine Yamal se blesse, il est out toute la saison. C'est cool que le Barça ait fait Rooney Bargi, que j'aime bien. Leur saison, elle va être très très difficile derrière. Demain, Denver perd Jokic. C'est cool qu'ils aient privé Jonas, notre ami Valanciunas, mais leur saison, pareil, elle est finie. Il y a des mecs qui sont juste trop forts, t'es trop dépendant de leur talent. Et il n'y a pas vraiment de réponse. Cela dit, il y a des clubs qui ont pris une posture plus différente de doubler les postes avec des mecs qui sont de qualité relativement équivalente. Alors Timber a beaucoup plus joué que Ben White sur le début de saison, et la balance, elle est clairement en train de s'inverser en la faveur de Timber, qui devient l'option numéro 1 au poste de latéral droit. Mais je trouve, à un moment, et peut-être on va le voir un petit peu plus cette saison, on va voir un petit peu plus de Ben White, eux, ils étaient un petit peu dans cette idée. Je pense aussi au Bayern. On a beaucoup dit, à gauche, ils ont Davies, il leur faudrait un top mec à droite, comme le Paris Saint-Germain avec Hakimi et Nuno Mendes. Le Bayern, entre Konrad Laimer, qui a quand même plus joué que Stanisic aussi, parce que Stanisic, il a joué sur la gauche, donc ils étaient un peu moins en concurrence. Sacha Boey a joué pas mal de matchs aussi. Quelque part, le Bayern, Arsenal dans une moindre mesure, ils ont un peu plus décidé de partager le temps de jeu et de splitter le talent entre plusieurs mecs de niveau relativement équivalent. Limiter le risque en ce sens. Peut-être que le problème de limiter le risque, c'est que ça réduit aussi drastiquement ton niveau plafond. Donc tu splits le risque en plusieurs mecs. S'il y en a un qui se blesse, c'est pas grave, on a une option A' qui est très très correcte, très proche de l'option A. Si Hakimi se blesse, qu'est-ce que tu fais? Mais je pense qu'à la fin, entre splitter le risque entre plusieurs talents et avoir le meilleur joueur à sa position, donne-moi le mec qui a marqué en finale, qui a ouvert le score en finale de Champions. Je pense, donne-le-moi tous les jours. Et aussi, il faut dire un truc, c'est que certes, il va partir à la CAN, mais par contre, Hakimi, il se blesse très peu. Ce serait différent s'il était moins solide. Aucune blessure en 23-24, aucune en 24-25, aucune pour l'instant. Il a raté depuis qu'il est au Paris Saint-Germain 5 matchs. C'est un modèle de professionnalisme. Son corps, pour tous les efforts qu'il fournit, extraordinaire. Et après aussi, comme on en a parlé dans la vidéo, je me souviens qu'on avait fait Barça PSG l'analyse, on disait une des forces de ce Paris Saint-Germain, le fait qu'ils dominent tellement la Ligue 1, ils peuvent avoir des joueurs Ligue 1 et des joueurs Champions. Ils peuvent ménager le temps de jeu de leur numéro 1
et réduire les risques de blessure. Il n'y a jamais de risque zéro, mais c'est sûr que ça aide. Enfin, il faut dire aussi dans le football liquide de Luis Enrique, c'est peut-être pas inutile. Bon, déjà, c'est peut-être moins une question de qui est ton latéral droit, parce que même Hakimi se retrouve dans des positions parfois qui n'ont rien à voir avec un latéral droit. Mais aussi peut-être que ça te permet, en mettant João Neves, en mettant Zaïre Emery, en faisant tourner un petit peu plus de cette manière, peut-être que ça te permet d'imprégner cette idée de football liquide un peu chez tout le monde. Et la prochaine fois, João Neves, il sait très bien comment être sur le couloir, Zaïre Emery, il sait très bien comment être dans le couloir. Donc peut-être que dans toute cette réflexion, il n'y a pas vraiment de problème. Achraf Hakimi, évidemment. Mais je trouvais que c'était intéressant. Et leur possibilité de faire des rotations les aide beaucoup. Et la flexibilité positionnelle d'Enrique les aide beaucoup par rapport à ça. Mais ouais, il est tellement fort. Il est vraiment à un niveau choquant. Troisième sujet, Naples qui rebat les cartes. Je vous avais promis qu'on en parlerait. Naples-Inter que j'ai vu samedi à 18h. Avec cette victoire contre l'Inter, au Maradona. Bon, magnifique les images à la fin. Tout le monde avec son flash. C'était assez spectaculaire. Avec cette victoire, Naples reprend la tête de Serie A. Ils reprennent les commandes, les champions en titre, 18 points, 6 victoires, 2 défaites. Ils étaient sur quelques résultats hésitants, mais ils sont de retour au sommet, à égalité de points avec la Roma, qui a pris 3 buts sur le début de saison, qu'on a marqué 8, qui a 6 victoires avec 8 buts marqués. Mais Naples est de retour, en profitant sur ce week-end des mauvais résultats de l'AC Milan, de la Juve et de l'Inter, bien sûr, qu'ils ont battus. Comment est-ce qu'ils l'ont fait ? Est-ce qu'ils sont de nouveau les favoris pour le titre ? Zambo a été top. Conte, encore une victoire. Mais je ne sais pas s'ils ont été si bons que ça contre l'Inter. L'Inter se présentait dans son système habituel en Johan Boni, en l'absence de Marcus Thuram, encore une fois titulaire, aux côtés de Lautaro Martinez, Akanji, qui a pris la place de Pavard, Acerbi et Bastoni, le trio. Sinon, comme on dit, on a parlé dans la dernière vidéo avec Stan, honnêtement, l'équipe elle a très très peu changé. Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Di Marco et Dumfries, les pistons, Zomer dans les buts. T'as l'impression qu'ils jouent avec la même équipe depuis la finale de Champions 2023. Naples, pas tout à fait la même chose. On voit ici Kevin De Bruyne, mais ils avaient aussi Billy Gilmour titulaire à la place de Lobotka qui était blessé, et David Neres en neuf, en faux neuf entre guillemets, mais comme Lukaku est out, comme Højlund est out, et que apparemment Conte n'a pas trop confiance en Lorenzo Luca qu'ils ont recruté cet été, c'était David Neres en faux neuf. Je ne sais pas si ça a très très bien marché. Vanja Milinkovic-Savic ici qui allonge. Il y avait Gilmour, McTominay, donc la construction du Napoli un peu avec ce carré, McTominay, Zambo, Kevin De Bruyne et Lobotka, ou ici Gilmour qui est présent. Milinkovic-Savic allonge vers Neres. Tout le monde est un peu loin. Donc le reste, ouais, Zambo ici, et Spinazzola qui apporte la largeur sur la gauche, Politano dans un rôle d'ailier. Neres face à Acerbi, dans un duel aérien, ça va être un peu compliqué. Et je trouve initialement Naples a eu un peu du mal à construire. Politano très intéressant. Bon là son centre totalement raté, va directement en touche. Naples centre sans doute trop pour son propre bien. Ils font pas un top début de match. L'Inter a réussi à s'installer. Peut-être qu'ils ont bien protégé l'intérieur quand même, Naples. De Bruyne, McTominay, Gilmour, Zambo. C'était un petit peu dur de trouver du jeu intérieur. Donc après, l'Inter, pour le coup, c'est un système à 3, vraiment de largeur, pas comme l'United d'Amorim. Donc ici, Dumfries, ok. Et il se procure la première grosse occasion du match, pareil sur ce côté, avec une belle pression de Barella. Spinazzola rate sa passe, Barella la contre, ça arrive sur Lautaro. Le match il peut tourner très différemment si l'Inter ouvre le score ici. Je trouve qu'ils font vraiment une meilleure entame. Je trouve que Naples, beaucoup de jeux négatifs. À l'intérieur du jeu, pas vraiment de possibilités. Donc Di Lorenzo rejoue vers l'arrière, Spinazzola vers l'arrière encore, vers Vanja qui allonge encore une fois. Et bah pareil, là je pense que c'est Spinazzola dans le duel aérien face à Dumfries. Ça donne rien. Politano, quand on lui est touché, c'est mieux. Mais même sur cette action, par exemple, prise de balle, percée à l'intérieur, top. Enfin, un moment où Naples a réussi à avoir du jeu intérieur. Et bah là, le fait d'avoir McTominay et Neres, tes joueurs les plus avancés, Neres, bon, faux neuf, vraiment faux neuf. Fait le même appel que McTominay. Après, demande qu'on joue sur l'autre côté d'Akanji. Potentiellement, et c'est ce que Politano va mettre. Mais bon, un peu difficile. Dumfries revient. Le retour de Dumfries. Toujours compter sur lui. Ce qui a finalement
fait la différence à la fin, je pense que c'est juste la qualité individuelle et le gros match de Zambo, qui a été top. Politano top aussi, mais Zambo, magnifique. Sa déviation là, de haut but, c'est ça qui permet à Naples d'ouvrir le score parce que c'est ça qui génère le penalty. Di Lorenzo, je pense, malin, parce qu'il tend bien la jambe. En gros, il met la jambe là, surtout pour se la faire toucher par Mkhitaryan, tombe derrière. Je suis pas sûr qu'il y ait méga penalty. Ça blesse Mkhitaryan d'ailleurs. Le ballon derrière est contrôlé par Acerbi. Je vois avec sa réaction que la faute, quand tu exagères à ce point-là, c'est que la faute, elle n'était pas trop. Il parle avec Barella, son compatriote de la sélection italienne. Il est un peu mal à l'aise, Barella. Bon. Je pense pas qu'il y avait méga faute, parce que je pense qu'il met vraiment bien la jambe. Et après, c'est un peu une action Serie A, où, ok, c'est quand même mon deuxième championnat préféré, de loin, je kiffe la Serie A. Mais oui, c'est un peu un championnat de vétérans. Quand t'as malheureusement sur la même action, le défenseur qui se blesse, Mkhitaryan, et le buteur qui se blesse sur le penalty qui frappe, De Bruyne. En vrai, ça m'a fait un peu bader. Il est en larmes après avoir marqué. J'ai eu peur qu'il rate la Coupe du Monde. Il s'était fait une grosse blessure, 5 mois d'absence, les ischios, je pense, en 2022-2023. J'ai eu peur que ce soit la même. J'ai vu 3 mois d'absence passer, minimum, biceps fémoral de la jambe gauche. Donc on verra s'il sera de retour et en forme pour pouvoir disputer la Coupe du Monde. À ce moment-là, je me dis c'est ça qui craint le plus. Niveau timing, ça devrait le faire, mais on verra. L'Inter sur coup de pied arrêté dans le jeu aérien, et c'était nettement au-dessus. Bastoni qui trouve la barre là, juste parce que McTominay a été bloqué. Je trouve Naples défend pas très bien les corners, pas très bien les centres. Bastoni second poteau pour Dumfries, sa tête sur le montant. Encore une fois, ils ont pris le dessus dans les airs. Et sur la sortie, je vois que Conte veut que Vania joue sur Gilmour et peut-être réussir à trouver du jeu en orientation comme ça pour pouvoir sortir. C'est ce que Di Lorenzo demande aussi. Vania, encore une fois, allonge. Encore une fois, il n'y a rien. Sauf que Akanji la remet et Akanji, il a fait un match assez compliqué. Le match d'Akanji, il a été difficile. Et il a raté 2 grosses passes, genre là, notamment ici. Ça revient dans les pieds de Neres. Mais ouais, ça c'était un 4 contre 3 à jouer. Et sans Lukaku, sans Højlund, en mettant pas Luka, Neres en faux neuf, pour moi, c'est pas une expérience qui a fonctionné. Je pense pas qu'on le reverra beaucoup. Les appels devant lui, pas grand monde qui le fait. Et ils réussissent même pas à avoir un tir au bout de cette action. L'année dernière, déjà, Naples, c'était pas une grosse performance offensive. Je pense 59 buts marqués en Serie A. C'était peut-être, je vais dire, même pas top 5 des meilleures attaques, peut-être 7ème. J'abuse peut-être un peu, mais il me semble que c'était ça, surtout grâce à leur défense, qu'ils avaient été champions. Et à la mi-temps, il y a 3 tirs pour Naples. Ils finissent le match avec 7 tirs. Ils gagnent 3-1, mais seulement 7 petits tirs créés. C'est pas beaucoup. Et je pense qu'à la fin, honnêtement, je pense dans l'absolu, l'Inter m'a quand même un peu plus convaincu que Naples, mais ils ont fait de grosses erreurs. Prennent ce penalty qui est un peu douteux, mais là, sur cette action, je pense Acerbi qui suit Neres beaucoup trop, qui a peur aussi parce que forcément, Acerbi dans le dos, il sait qu'il est très vulnérable, donc il descend énormément et il met tout le monde en jeu. Mais sur le ballon, même s'il y a possibilité de jouer dans le dos pour McTominay, même s'il le couvre, même si ça c'est pas bien défendu, Bastoni est encore plus fautif pour moi sur l'action. McTominay, là, il doit courber sa course parce que le ballon lui arrive pas vraiment dans une position pour être en 1 contre 1. Regardez à quel point il courbe, il fait face à la ligne de touche là à ce moment-là. Mais Bastoni revient vraiment trop tranquille. Il anticipe pas du tout la frappe, ce qui est une erreur parce que McTominay a une grosse qualité de frappe et il ouvre à l'ouverture de la surface de réparation. Zomer est battu. Bastoni se plaint de Yann Zomer, mais honnêtement, Zomer et Acerbi le regardent lui. Et je pense que oui, c'était lui le fautif là-dessus. McTominay célèbre. Individuellement, Zambo, Macto, c'est des gestes lumière qui te font gagner le match. Structurellement et collectivement, je pense pas qu'ils aient été extraordinaires. Et mes petites inquiétudes envers Naples sont pas réglées juste parce qu'ils ont battu l'Inter 3-1. Dans le fond de jeu, le contenu, je reste relativement... j'ai des précautions. Ils jouent cet après-midi contre Lecce, je crois, à 18h30, 17h30, 18h30. On verra ce que ça donne. L'Inter est revenu dans le match avec un penalty transformé par Çalhanoğlu, 2-1. Mais Zambo a marqué le 3-1 sur, pour le coup, une top déviation de Neres. Mais après, c'est juste Zambo face à Acerbi. Il le démonte, super percé. Même contre Dumfries, il l'élimine bien et termine pied gauche.
top Zambo, c'était notre joueur pivot du début de saison pour Naples. On disait dans cet entrejeu, avec désormais De Bruyne et McTominay, les deux ensemble, plus Lobotka très joueur, il allait falloir quelqu'un pour compenser, équilibrer, peut-être faire un petit peu plus le travail de l'ombre. Bon, là, il a fait le travail de lumière samedi, et il a été top, et Naples a gagné, en bonne partie grâce à lui. Pour moi, d'assez loin, l'homme du match. Donc, Naples reprend la tête de Serie A, il joue contre Lecce, c'est ça, à 18h30. On verra ce qui se passe. Milan, gros déplacement à Bergame. Je suis plus inquiet sur l'Inter, entre guillemets, en voyant ça en mode ouf, ils sont capables de grosses erreurs, que 100% rassuré sur Naples. Mais c'est une victoire qui va leur faire du bien. Et la course au titre en Serie A continue d'être absolument passionnante. On a l'Inter, Milan, la Roma et Naples qui se tiennent en 3 points aux 4 premières places. Enfin, terminons avec l'OVNI, terminons avec l'Alien. Vous me l'avez pas mal demandé en commentaire, notamment ce week-end après la reprise de la NBA et son match incroyable. À 40 points, 15 rebonds, 6 blocs, là, l'entame où il était extraordinaire. Wemby, parlons un peu du phénomène. Les Spurs sont premiers à l'Ouest. 4 victoires en 4 matchs. Il n'y a que le Thunder, les champions en titre, qui sont dans la même conversation, qui sont à 4-0. Juste pour rappel, l'année dernière, les Spurs, ils ont terminé 13e, 34-48. Je pense pas... Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Je pense pas qu'ils seront top 3, mais ils ont très bien démarré. Wemby est déjà dans la conversation MVP. Il est très chaud. Il est très chaud, et je vous propose donc qu'on se passe quelques clips, juste pour le kiff, pour finir tranquillement cette vidéo. On va se passer quelques clips, et on va bien kiffer. Si les clips vous intéressent, c'est pas du tout sponsorisé, mais juste à la manière dont moi je me les procure, je trouve la NBA fait très bien les choses. Vous avez juste à aller sur nba.com/games, le truc classique de la NBA. Vous cliquez sur n'importe quel match qui vous intéresse, box score. Ça vous amène sur le box score, et chaque stat de chaque joueur, c'est en fait un hyperlien. Donc par exemple, si vous voulez voir, tous les rebonds de Wembanyama, les 15 de son dernier match, vous cliquez sur 15 et vous les avez tous ici. Vous pouvez faire clic droit, enregistrer, comme ça vous avez le fichier en MP4. C'est vraiment trop cool. Et, et c'est comme ça que j'ai créé la petite vidéo qu'on s'apprête à voir. C'est parti. Clowney trying to go right back at KJ. Wembanyama right there. And then again, came over late. Martin misses the three. Commençons par quelques doubles blocs. La classique de Victor, déjà la saison dernière, il y en avait pas mal. I like it. Z bangs, gets inside, block, stays with it, blocked again. Donc sur les 4 premiers matchs de la saison, il a 19 blocs. Et contre de gros adversaires, là, Zion. First quarter action, Davis the deep catch. Wembanyama there for the block. Là, Davis et Davis demande de goaltend. Get it off the glass. Lively denied emphatically. Ouais, là sur Derek Lively, donc l'autre center de Dallas sur le premier match. Zone pressure from Dallas. Try to slow the advance a little bit. Oh my! The tomahawk. So Après, yes, ouais. now thrust into action. Wembanyama! Oh my! Number 2 overall pick gets it into Wembanyama, guarded by Washington. Celle-là. Wembanyama the fake, the reverse, and the foul. Ouais, juste sur ce qui est choquant sur le début de saison, je pense pour tout le monde avec Wemby, c'est la mobilité qu'il a. Le mec, il est revenu déjà avec une force haut du corps incroyable, mais même il est sur les airs By purs. Wembanyama. Pour un mec de 2 mètres 30. Dad in the driveway when you're 8 years old. What do? Wemby 3, you bet! Plus the foul. Ouais, celle-là, elle a beaucoup tourné parce que donc face à Lively, le center sur le center, pas de mismatch a priori, mais mismatch complet parce qu'en fait, il est capable de gestes Steph Curry comme ça. Avec la faute en plus le 3 points, en step back, il fait l'animation Chef Curry derrière. Trop fort, là c'est contre Davis, pareil, il le déménage, on dirait un enfant, alors que c'est le meilleur défenseur de la ligue Wemby avant 3 que to Wemby arrive. shoot. Wembanyama fading and hitting. How do you stop it? Wembanyama catching, ripping through, and a 360 layup. Et ouais, juste
trop agile pour sa taille, des gestes pas normaux. C'est déjà de très très loin le joueur le plus kiffant à regarder. He is going to get his look. He's going to get an opportunity to put his... Yeah, what a spin. What footwork by 7'4" Victor Wembanyama. Ouais, c'est des gestes qui sont pas du tout normaux. It's nice to always learn a lesson Même in sans victory. You ballon, don't want to voilà. learn a lesson here in defeat. Uh-oh. What a spin move by Wemby. On va même là pouvoir spin pour demander, hop, dans le dos de Jakob. Boum. 2 for 1 if the Spurs want it. Wembanyama wants it. From the logo. Et après, le truc, quand t'es capable de faire à la fois ça, marquer un 3 points du logo, et ça dans le même match, entre 3, qui peut l'arrêter? Donc le mec est vraiment, vraiment choquant. C'est les 4 premiers matchs de la saison seulement. Mais il est à quoi? Donc 40 points sur son premier match, 29, 31, 24. Sur les rebonds, toujours entre 11 et 15 rebonds par rencontre. Sur les blocs, seulement un bloc au dernier match cette nuit. Mais avant ça, 3, 9, 6. Il est à 19 blocs sur les 4 premiers. Ça fait une moyenne, si je ne dis pas de bêtises, de 4,80. Le record, c'est Mark Eaton en 1985, 5,6 blocs par match. Olajuwon, avec lequel il s'est entraîné cet été, Wemby. Après ou avant les mois de Shaolin, je ne sais plus. Mais son record à Hakeem Olajuwon, c'était 4,59 en 1990. Donc il est au-dessus de lui, d'un mec qui est considéré comme le meilleur défenseur de l'histoire, ou un des meilleurs défenseurs de l'histoire. Et un truc assez notable aussi, avec le volume de 3 points qui a réduit pour Wemby cette saison. Il en a seulement 4 marqués, alors qu'en 24-25, c'était 142, avec Chris Paul, je me souviens, et en seulement 46 matchs, parce qu'il a raté quasiment toute la deuxième partie de saison. Je me souviens tous les pick and pop avec Chris Paul, constamment en train de se tester aux 3 points, essayer de travailler un petit peu son jeu par rapport à ça. Bon, ça fait qu'il est capable de mettre de temps en temps des logo threes, mais il en tente beaucoup moins, rentre beaucoup plus, percute beaucoup plus. Ça fait que son total de lancers francs a explosé. L'année dernière, il était à 189 lancers francs tentés en 46 matchs. Cette année, il est déjà à 40 lancers francs tentés en 4 matchs. Il est à 10 lancers francs en moyenne par match. Et en plus, hier, 10 sur 10 de réussite. Le match d'avant, 10 sur 15, moins bon. 11 au premier match, 11 tentés au premier match. Son pourcentage de réussite au lancer franc l'année dernière, c'était 83,6%. C'est pas mal, c'est au-dessus de la moyenne. S'il continue d'en avoir 10 par match, comme c'est le cas actuellement, 40 divisé par 4, 10, c'est encore une menace supplémentaire. Donc il est trop fort. C'est véritablement oui l'alien. Et même si vous kiffez pas la NBA, n'hésitez pas à aller checker de temps en temps quand même les actions, parce qu'on assiste vraiment à quelque chose d'unique et très très spécial sur ce début de saison. C'est seulement sa 3e saison dans la NBA et c'est déjà un monstre absolu. Point faible donc, trop fort. J'espère que cet épisode vous aura plu. On a dépassé encore une fois l'heure. Ça me va très bien. Je veux que ces vidéos / podcasts soient longs, qu'on ait de la matière, qu'on puisse rentrer en profondeur. Tranquille, je le vois vraiment comme une conversation. Et parfois, on a des trucs encore un petit peu plus précis, anglais, genre les joueurs de Ligue 1 qu'on va faire dans pas longtemps. Mais là, quand c'est l'occasion de discuter un petit peu de ce que j'ai vu ce week-end, c'est cool d'avoir une longue conversation. J'espère que ça vous a plu, les gars. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve très très vite de toute manière. On va faire plein de sujets qui arrivent, notamment avec Stan. Bientôt la draft Premier League, et je pense la méga draft Premier League. Faut que je l'informe que la draft Premier League qu'on va faire là, ce sera pas 11 joueurs mais 16. On va faire les remplaçants aussi. On va construire des effectifs. Ça va être sympa. On a nos 5 prédictions qui arrivent. Force 1 à force 5. On va peut-être reparler de Bologne et Boudimir. Et ouais, beaucoup de vidéos prévues. Donc cet octobre, ce novembre, vont continuer d'être chargées. Je kiffe. Pour moi, c'est le prime de mon kiff là. En ce moment, j'ai jamais autant kiffé. Je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. Donc j'espère que vous aussi. Prenez du plaisir. Prenez soin de vous les potes, on se dit à très très vite. Bisous.